Descendre la Loire, c'était pour nous passer 4 semaines sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau, à filtrer l'eau pour boire ou faire la cuisine. Hormis quelques poissons ou algues que nous croisions, l'abondante vie qui l'habite nous demeurait invisible. C'est pour la découvrir que nous sommes partis à la rencontre de Thierry Pauly à la Maison de Loire d'Indre-et-Loire. Lorsque le niveau de la Loire baisse, on trouve sur ses rives une couche verte que l'on appelle le limon. Nous avons effectué 2 prélèvements, l'un dans une petite flaque et le second directement sur le fond de la Loire. Puis nous nous sommes rendus au laboratoire afin de pouvoir les observer sous microscope. Le limon est composé d'argile, mais également de micro-organismes aquatiques qui se sont déposés sur le sol. Quand on parle de vie microscopique aquatique, on connaît tous le mot plancton. Mais ce n'est pas tout à fait exact. On va parler de plancton pour les organismes qui sont en suspension dans l'eau. Pour ceux qui vivent sur le fond, qu'ils soient libres ou accrochés à un support, on utilise alors le mot benthos. Parmi ces espèces de toute petite taille, on trouve des animaux et des végétaux. Un type va nous intéresser aujourd'hui tout particulièrement, les diatomées. Les diatomées sont des algues unicellulaires, donc une seule cellule, et la particularité de ces diatomées, c'est de vivre, la cellule vit dans une logette en silice. Là, vous avez un frustule, ce qu'on appelle le frustule, c'est la boîte de diatomée. Vous avez la boîte et son couvercle, là on a pris, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. Et on voit qu'au-delà de la boîte, vous avez une ornementation extrêmement riche, qui peut se voir au microscope optique à plus fort grossissement, mais vous avez surtout la plaque, vous avez vu, hein, les plaques, enfin la boîte elle-même, elle est elle-même composée de chambres, de trous, de piliers. Cette coque, qu'on appelle frustule, est parsemée de perforations de formes et de répartitions différentes et spécifiques à chaque espèce. Ce sont ces motifs incroyables qui ont émerveillé les chercheurs depuis leur découverte au XVIIe siècle. Aujourd'hui encore, des scientifiques aux artistes, la beauté de ces organismes nous émerveille et demeure encore pleine de mystères à découvrir. Tout d'abord, en raison de ce fameux frustule. Il est composé de silice qui, je vous le rappelle, est le constituant du verre. Pour la diatomée, pas besoin de faire chauffer la silice à très haute température pour la faire polymériser. Elle capte le silicium présent sous sa forme dissoute dans l'eau, le synthétise à l'intérieur de sa cellule et le dépose à l'extérieur de sa membrane. On obtient de la silice sous forme amorphe, c'est-à-dire qu'à l'échelle de l'atome, les éléments sont désorganisés. La manière précise dont les diatomées font polymériser la silice à température ambiante reste encore aujourd'hui peu connue et sujette à des hypothèses variées. Le frustule est composé de 2 parties, que l'on appelle des tecs, et qui s'assemblent à la manière d'une boîte. Dans cette boîte, on va trouver la cellule avec son cytoplasme et son noyau, et les différents éléments qui vont permettre le fonctionnement de la cellule. Les diatomées sont autotrophes, c'est-à-dire qu'elles produisent elles-mêmes la matière organique dont elles ont besoin pour se nourrir, en combinant l'eau, le CO2 et les minéraux présents dans l'eau, le tout en présence de lumière. Quand la lumière vient à manquer, mais c'est plus rare, les diatomées sont capables de se nourrir de matière organique qu'elles vont puiser directement dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir qui témoigne d'une cellule bien vivante? Par exemple ça. Alors, il y a donc là, ces bandes-là. Alors, ce sont les plastes. Alors, les plastes, ce sont des organites de la cellule qui vont recevoir l'énergie lumineuse, et c'est là où se fait le siège de la photosynthèse. Dans certaines algues, notamment les diatomées, les plastes sont localisés. Ce sont des paquets qui vont recevoir l'énergie lumineuse, c'est là que l'usine de fabrication d'oxygène et de traitement va se faire. Vous voyez les petites boules qui brillent là, ça vrai. Hein, il y en a eu d'autres. Ça, ce sont des réserves de graisse, des gouttes de lipides. C'est-à-dire que la cellule, elle a des réserves, c'est ça. Ce sont donc des inclusions lipidiques. On ne sait pas non plus si le frustule joue un rôle pour l'absorption de la lumière nécessaire à la photosynthèse. Plusieurs hypothèses ont été avancées. Le frustule pourrait se comporter comme un cristal photonique, une micro-lentille, ou filtrerait les UV.
Mais la très petite taille de ces organismes rend l'expérimentation très difficile. Il est en effet impossible de reproduire toutes les variables, encore moins dans l'eau et avec de la lumière naturelle. Ainsi, ces hypothèses ne suffisent pas pour prouver que le frustule joue un rôle dans la photosynthèse. Il s'agit peut-être tout simplement d'une protection mécanique. D'autant plus qu'une équipe de chercheurs allemands a démontré que ces surfaces perforées étaient beaucoup plus résistantes que si elles avaient été simplement lisses. Suivant les espèces, les diatomées vont vivre seuls ou en colonie. Certains scientifiques estiment qu'il s'agit d'un amalgame d'organismes unicellulaires, d'autres qu'il s'agit d'un organisme pluricellulaire. Former des colonies leur permet peut-être d'améliorer leur flottabilité, de se déplacer ou de se protéger face aux zooplanctons. Toutes les diatomées ne forment pas des colonies. Mais pour pouvoir se regrouper et rester dans des milieux favorables, elles vont se regrouper et fabriquer par exemple des filaments. Alors voilà un exemple, là. Vous avez vu là? Ouais. Là, c'est pris au microscope électronique. Là. Les boîtes sont accolées les unes avec les autres. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on a une complémentarité de forme. La formation des colonies, ce n'est pas seulement qu'un accolement des boîtes, c'est aussi une complémentarité d'ornementation. Il y a un gel, et ce gel permet, une colle qui permet d'agglomérer. De la même façon, et plus spectaculaire, cette colonie-là, elles sont accolées, mais en plus de ça, dans la boîte, dans l'ornementation, on a un sillon. Chacune, imagine, chacune a une expansion en silice, comme ça, comme un aiguillon, et les aiguillons glissent sur la diatomée. Les diatomées sont aussi à la base de la chaîne alimentaire aquatique, puisqu'elles servent de nourriture aux zooplanctons et également à certains poissons. Les diatomées se reproduisent par division cellulaire, c'est-à-dire qu'une diatomée mère va former deux diatomées filles. Ici, la partie bleue va se diviser en deux et former une seconde diatomée de même taille. La partie rouge, quant à elle, va se diviser pour former une diatomée plus petite, et ce, ainsi de suite. On obtient donc, au fur et à mesure de génération, des diatomées de plus en plus petites. Commence alors un nouveau type de reproduction, la reproduction sexuée avec des gamètes mâles et des gamètes femelles. Deux petites diatomées formeront alors une nouvelle diatomée de grande taille et le cycle se reproduit ainsi. À la mort des organismes, les frustules se déposent sur le sol et forment de sédiments que l'on appelle terres de diatomées. Mais nous y reviendrons très prochainement dans une vidéo sur la géologie.